Bonjour, je suis Yannick Leguerne et vous êtes sur Radio We Do Biz, radio des entrepreneurs, dans l'émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure. Parce qu'entreprendre, c'est s'approprier le monde, le bâtir, le faire évoluer pour soi et pour les autres. Notre émission présente des entrepreneurs, mais pas que. Des gens, des hommes, des femmes. Non, c'est un peu court, un peu simple. Nietzsche nous aurait enjoint à devenir des artistes philosophes ou des philosophes artistes de nos vies. C'est ce que sont nos invités. Ils apportent un regard sur l'homme et la société et initient des débats tant sur la connaissance, l'engagement, l'esthétique que l'éthique, sur la manière de vivre ensemble. Ces artistes philosophes illustrent la naissance d'esprits libres, hors normes, animés de volonté et construisant avec exigence, conscience et humanité leur rapport au monde. Leur recherche est juste celle d'une vérité intime, souvent inconsciemment généreuse et humaine, universelle. Ils sont ce que Burckhardt aurait appelé des grands hommes, ceux qui incarnent l'esprit du temps, d'une époque, pour laisser un message impérissable, une trace, par ce qu'ils montrent, ce qu'ils font, mais surtout par ce qu'ils sont. L'énergie de nos invités défie toute norme. Après la fin de l'histoire et la mort des idéologies, la fin des croyances et des révolutions, ils nous font entrer dans l'ère de l'évolution positive, du désir, de l'éros, du retour aux interrogations fondamentales, essentielles, du renouveau des rêves et des idéaux, de la réalisation et des engagements individuels et collectifs. Le propos de l'émission est partisan. Il représente un changement des manières de voir, de penser et d'agir. Hors des dogmes, nous mettons en lumière des gens ordinaires ou extraordinaires, aux idées et aux comportements simplement humains, doux, beaux, tendres, montrant que nous pouvons faire de nos vies un art, être les créateurs de nos existences, changer le monde et bâtir ensemble une humanité meilleure. Car ensemble, tout devient possible et que le changement, c'est maintenant. Nous recevons aujourd'hui résolument un grand homme, Jean Lacouture. Sa devise est une promesse, ne pas raconter sa vie telle qu'on l'a vécue, mais la vivre telle qu'on la racontera. On devrait enseigner Jean Lacouture dans les écoles. On y apprendrait la vie, l'engagement, le parti pris, l'amitié, l'amour, le goût des autres, le cœur et l'esprit. On y apprendrait à être soi, à être libre, à être debout, à faire progresser l'humanité. On y apprendrait à vivre sans subir, en inventant, sans peur et sans remords, à se construire, sans oublier l'autre et en bâtissant un monde meilleur. Jean Lacouture, quelqu'un qui a été, qui est et qui sera. Bonjour Jean. Bonjour, cher ami. Alors qui êtes-vous ? Je crains de ne pas être tout à fait celui que vous venez de décrire, parce que je crois que vous me mettez sur un plan qui n'est pas tout à fait le mien. Vous m'avez, surhaussé. C'est-à-dire que je me considère comme un personnage d'opéra comique et vous m'avez présenté comme un personnage de grand opéra. Je crois que là, il y a une distance entre nous. Je suis assez ému de susciter un portrait comme le vôtre, mais je trouve que vraiment, il est flatté. Je suis un personnage, un ton au-dessous, en général, de ce que vous avez décrit. Vous êtes un personnage de Bizet ? Un personnage de Bizet plutôt qu'un personnage de Wagner, en tout cas. Oui, et dans Bizet, il y a de tout. Il y a un toréador, mais il y a un brave sergent des troupes à pied. Et il y a des bohémiennes, mais des pures jeunes filles qui se baladent, on ne sait pas trop pourquoi, à travers la montagne. Enfin, il y a beaucoup de choses. Je suis un fervent admirateur de Bizet et d'ailleurs avant de Mérimée. Mais enfin, ce n'est pas mon monde, à vrai dire. Je suis un bourgeois français du XXe siècle qui a couru le monde. Alors, vous avez couru le monde, justement, vous pouvez nous en parler de ces voyages, de ces rencontres, de ces passions, de
ces engagements qu'on connaît. Qu'est-ce que vous en tirez? Quels sont finalement les faits marquants? Ça, vous venez d'où précisément déjà? Moi, je viens de Bordeaux, où je suis né, dans un milieu de catholicisme bourgeois. Mon père était chirurgien, je crois même pouvoir dire un grand chirurgien. Il était très, très, très admiré. Et je suis né dans un milieu, cinquième enfant de mes parents, avec 4 sœurs aînées, un garçon, c'est-à-dire l'enfant du miracle, naturellement. J'ai été gâté, mais quand même, dans l'ensemble, je dirais, bien élevé. Mes parents m'ont mis chez les jésuites, dont je garde le meilleur souvenir. L'esprit jésuite, l'esprit d'adaptation aux réalités, y compris du christianisme aux réalités du monde, me paraît digne d'admiration, en tout cas digne de beaucoup d'intérêt. Je leur ai consacré un gros livre dont, en général, ils n'ont pas été mécontents. Je suis un fils de bourgeois catholique, un fils de jésuite et un type qui aurait voulu être journaliste et qui aurait voulu être diplomate et qui s'est retrouvé journaliste et qui a été profondément heureux dans son métier de journaliste, qu'il a d'ailleurs partagé avec une femme qu'il aimait. C'est beaucoup de chance. On y reviendra justement à cette fabuleuse histoire d'amour avec Simone. Ouais. Vous nous en parlerez. Qu'est-ce que vous ont transmis hors de l'éducation jésuite que vous avez suivie de parents? Quelles étaient leurs valeurs? Qu'est-ce qui a fait de vous le personnage qu'on connaît? De mes parents, je tiens un attachement au christianisme que je n'ai pas vécu très, très ardemment, très, très activement, mais qui est mon univers culturel. Je suis un chrétien de culture, je crois pouvoir dire de foi aussi, et je suis pas un français moyen, bien sûr, puisque j'ai fait des études assez exceptionnelles et que la vie m'a donné toutes les chances pour connaître le monde, ce qui n'est pas le cas de tous les Français. Je connais mieux, en effet, la Terre, comment la Terre est ronde, ou la rondeur de la Terre, que la plupart de mes concitoyens ou de mes contemporains. Et d'ailleurs, mon dernier livre de dialogue s'intitule « Le tour du monde en 80 ans » et est en effet, c'est peut-être ce qui me caractérise, c'est la diversité des expériences que j'ai eues. Pratiquement peu d'expériences actives parce que j'ai fait une guerre tardive et sans prendre beaucoup de risques. Mais après, dans mon métier, je n'ai pas conscience non plus d'avoir pris beaucoup de risques physiques. Des risques politiques, des risques de jugement critique. Oui, ça j'en ai pris pas mal et j'ai eu une vie de ce point de vue-là assez mouvementée parce que je me suis occupé des guerres coloniales, notamment de l'Indochine où j'ai commencé ma carrière. Ensuite de l'Afrique du Nord et des relations entre la France et l'Égypte, enfin rien que du tumulte. Hein. J'ai donc été mêlé au tumulte. Quoi. Qu'est-ce qui vous a justement poussé à cet anticolonialisme, anti-impérialisme américain, engagement après avec les Khmers rouges, etc. Pourquoi on s'engage? Pourquoi le fils de bourgeois chrétien s'engage? Quels sont les ressorts de cet engagement? Quelles sont les rencontres peut-être avec des hommes, avec l'histoire, avec un contexte vous venez de faire la réponse. En effet, je n'étais pas du tout destiné à devenir j'ouvre un guillemet, champion, fermez les guillemets, de l'anticolonialisme. Ça s'est trouvé comme ça. Il se trouve comme ma première véritable aventure dans la vie, ma première morsure dans la nourriture de la vie, ça a été l'Indochine. Je m'étais engagé pour l'Indochine pour prendre quand même, avoir pris quelques risques. Et en Indochine, j'ai découvert
le système colonial qui était pratiqué alors par des militaires, qui étaient d'ailleurs plutôt moins colonialistes que leurs prédécesseurs civils. Je me suis aperçu que ce n'était pas convenable, ou que ce n'était plus convenable. Car par rapport à d'autres de mes amis qui sont des anticolonialistes de principe, mon ami Claude Bordet, par exemple, la colonisation, pour lui, était essentiellement perverse. Moi, je ne dirais pas ça. La colonisation, historiquement, qu'elle fût portugaise, espagnole, anglaise, a eu ses fruits, a eu ses résultats, a fait avancer des peuples vers la modernité. Elle a eu ses moments, sinon de bonheur mais ces moments de fruits historiques, si on peut dire. Vous les qualifiez comment, ces fruits historiques, justement, qui sont souvent contestés? Modernisation. C'est-à-dire que quand je me baladais en Algérie avec mes camarades journalistes américains, je disais, mais tout ce que vous avez fait en Algérie, c'est incroyable, n'est-ce pas? Et c'est vrai que c'est beaucoup, et c'est vrai que l'apport de la civilisation européenne en Algérie et dans un certain nombre de colonies a été très importante. Mais il se trouve qu'au moment où je suis entré dans la carrière, si je puis dire, d'observateur et de coureur du monde, la colonisation avait fait son temps. C'est-à-dire, elle est une période, je pense qu'elle est à analyser avec les quelques biens et les beaucoup de mots qu'elle a apportés. Mais en tout cas, le fait est qu'elle avait fait son temps, notamment pour la France, qui s'était laissé envahir en 3 semaines par un pays voisin. C'est pas, quand on a fait ça, on n'a plus beaucoup de droits à diriger les autres. Mais même de la part des Anglais, qui s'étaient mieux conduits, mais à un certain moment, peut-être du fait d'ailleurs de la colonisation et de ses apports, elle avait porté ses fruits, et ces fruits qui avaient été savoureux commençaient à pourrir. Alors, qu'est-ce qui vous choquait, justement? Comment vous notez ce pourrissement? Écoutez, ce sont des rencontres, ce sont le rapport des colons, de l'armée avec les peuples locaux. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous choque? Quand je suis arrivé à Saigon, avec le bateau qui nous portait, la division, ce qui restait de la division Leclerc, dans laquelle vous vous étiez engagé? Oui, tardivement. Mais quand même. Je me suis trouvé à Saigon, voyant les gens qui passaient là, il y avait une couleur de peau légèrement différente de la mienne. Je me disais, de quel droit vais-je donner des ordres à ces gens-là? De quoi? Je ne voyais pas la différence, ce qui me portait, moi qui n'avais pas de compétences en aucun domaine, qu'un grand spécialiste de telle ou telle culture, celle du caoutchouc notamment, ou telle autre, disent, mais ma place ici, je l'ai parce que j'ai formé, parce que j'ai créé, parce que j'ai amélioré. Bon, moi, en tout cas, moi et mes camarades qui étions là, nous venions de notre métropole. Moi, il se trouve que l'Indochine, je la connaissais un peu parce que j'avais un oncle, le frère aîné de mon père, qui avait été magistrat colonial en Indochine et qui, dans les repas à la maison, il venait souvent on parlait souvent de l'Indochine. Et c'était un petit peu une part de rêve dans ma conscience d'adolescent ou de jeune homme. Mais en tout cas, donc l'Indochine, j'en avais une certaine idée et une idée plutôt positive de la part de mon oncle. J'avais lu Malraux, j'avais lu Gide et ses positions anticoloniales. Ma conscience avait été un peu tourneboulée, mais quand je suis arrivé là-bas, c'est surtout l'idée que parce que j'étais un Français, j'allais donner un ordre à ce jeune homme face à moi, qui était aussi intelligent que moi, qui avait lu Racine comme moi, oui, à peu près, et ça m'a paru tout d'un coup indécent, quoi. Indécent que du fait que je sois né français,
à Bordeaux et pas né vietnamien à Dalat ou à Saigon. J'avais un droit de quelque chose à reprendre la main, à reconquérir par les armes quand même, n'est-ce pas? Ça m'a paru absurde, mais vraiment, vraiment, vraiment absurde. Et en quelques semaines, j'étais là avec 2 ou 3 camarades qui n'avaient pas beaucoup plus d'idées politiques que moi, qui étaient 3 sur 4 étaient d'origine bourgeoise, le 4e était d'origine ouvrière, avait été dans les jeunesses communistes, mais enfin, on était plutôt on avait quitté à cette époque. Mais il nous est apparu absurde de l'idée de vouloir régenter ce peuple. Ça nous est apparu complètement absurde. Et d'ailleurs, je dois dire que les militaires autour de nous, et on peut dire le général Leclerc lui-même, puisqu'il est allé signer peu de temps après un accord avec Ho Chi Minh, les militaires eux-mêmes n'avaient pas beaucoup conscience d'être là au nom du droit, ou au nom d'un droit de la France. Et celui qui est devenu après mon meilleur ami, le commandant Georges Buis, qui avait été vraiment un grand résistant, un compagnon de la libération, tout ce qu'on peut imaginer. Et nous raisonnions à peu près de la même façon, n'est-ce pas? C'est-à-dire, non, vraiment, ici, il faut essayer d'établir un lien permanent entre ces brillants Vietnamiens que nous voyons là, et nous, il faut essayer. L'ennui, c'est que, bon, le mouvement Viet Minh et communiste, c'est embêtant, c'est communiste, mais après tout, à Paris, il y avait un gouvernement où il y avait un tiers de ministres communistes, il y avait, ou un quart, enfin, il y avait 6 ministres communistes au gouvernement. C'était pas mes amis, mais enfin, ça nous mettait en difficulté de tenir le communisme pour pervers, puisque notre gouvernement était largement composé de ces militants. Alors comment se passe justement la rencontre avec Ho Chi Minh? Plusieurs rencontres d'ailleurs. Qu'est-ce que vous découvrez de l'homme, du programme de... Oh, vous savez, l'homme, je l'ai vu 3 fois, dont 2 fois épisodiquement et très rapidement. Je l'ai vu une première fois un peu plus longuement, en arrivant là-bas, fort des idées que je viens de vous exposer. 3 camarades et moi avons fondé un petit journal qui s'appelait Paris-Saigon. Titre assez neutre, si je puis dire, mais qui n'était pas neutre, et qui tout de suite a plaidé, alors que nous étions encore sous l'uniforme, et que nos supérieurs, commandants, colonels, etc., y compris le général Leclerc, savaient que nous étions en train de faire un journal qui, au moins, allait poser des questions assez sérieuses sur la question coloniale. Et au bout de 3 mois de cet exercice, nous ne disions pas nous sommes des barbares, nous venons écraser un petit peuple. Non, nous posions les problèmes avec l'autorisation de nos supérieurs qui leur avaient déplu, ou bien nous envoyaient dans un bled éloigné, ou nous rapatrier en métropole en disant ces gens-là sèment le désordre ici. Non, nous avons travaillé sous le regard surpris, mais approbateur tout de même de nos supérieurs, et au bout de 2 ou 3 mois de ce système, on a dit l'un de nous va aller voir dans le nord, à Hanoï, où était le gouvernement communiste contre lequel nous étions en débat, en querelle. On ne se battait pas beaucoup, on voyait quelques coups de pétard ou quelques grenades. En tout cas, on va envoyer quelqu'un là-haut. Je suis monté, si je puis dire, de Saigon à Hanoï, c'est comme ça qu'on parlait. Là, j'ai été reçu par le commissaire supérieur français qui s'appelait Jean Saint-Denis et qui était un grand résistant, qui était plutôt un homme de droite, gaulliste et plutôt un homme de droite, mais qui avait fait le même raisonnement que nous faisions au Sud. De quel droit pouvons-nous encore dominer ces gens-là? Il faut trouver
il faut trouver un accord, quoi. Dès que j'ai rencontré Saint-Denis, il m'a dit, tenez, vous êtes au fond, vous êtes très jeune, vous êtes, il n'a pas employé le mot pur, ni naïf, mais quelque chose qui ressemblait à ça. Si vous alliez voir les dirigeants, je crois ils sont envie de parler aux Français. Allez voir les dirigeants. Je vais vous arranger 2 ou 3 rencontres. En 4 ou 5 jours, il m'a arrangé une rencontre avec Von Huyen, avec Japp, qui était le ministre de l'Intérieur et qui était en fait l'homme fort du régime au Nord. Qui allait devenir le généralissime et le vainqueur de Dien Bien Phu 8 ans plus tard. Et après Ho Chi Minh, et après un troisième qui s'appelait Tran Huy Liu. Et j'ai vu ces 3 hommes, sauf le troisième, qui a été vraiment assez violent, qui a fait un numéro d'anticolonialiste tel que je le prévoyais. Les 2 autres, Giap et Ho Chi Minh, m'ont reçu avec beaucoup de le mot d'amitié est excessif à tout point de vue, mais enfin avec bienveillance en tout cas. Et m'a dit, vous savez, nous ne voulons pas une rupture catégorique avec la France. Au fond, vous êtes en train, je crois, de monter un truc qui s'appelle l'Union française, à condition que vous ne vous imposiez pas un pouvoir, mais que nous ayons des relations constantes. Pourquoi pas? J'ai rencontré des hommes bienveillants. Encore une fois, ils étaient communistes et il y avait tous ces nombreux ministres communistes au gouvernement à Paris. Mais enfin, le fait est que je suis arrivé là-dedans dans un climat alors, comment peut-on s'arranger? Qu'est-ce qu'on peut pour ne pas se tuer? Ne nous tuons pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, l'idée de l'Union française leur convenait tout à fait et ils ont signé quelque temps plus tard un accord entre Ho Chi Minh et Leclerc qui prévoyait que le Vietnam serait membre de l'Union française. Et puis après, les militaires français, plutôt les marins d'ailleurs, ont créé une série d'incidents qui ont fait que cet accord a volé en éclats et que la guerre a commencé. Moyennant quoi, j'ai demandé à pouvoir rentrer en métropole, ce qu'on m'a assez vite accordé. Mais enfin, je dois dire que cette expérience a été pour moi celle on peut s'entendre pratiquement avec tout le monde. Moi, le petit enfant de colonialiste, catholique, etc., je peux parler avec Von Nguyen Giap, qui avait été professeur de français au lycée de Hanoï, qui parlait le français comme moi. Je peux parler avec lui de toutes choses, de la peinture, de la littérature. C'est un autre moi-même, en plus fort, en plus capable. Voilà. Mais enfin, je peux dire que j'ai eu avec le système colonial la rencontre qu'on peut avoir avec un cadavre, quoi. C'est un truc qui est fini, ça n'existe plus. Notre supériorité, non, on va trouver des moyens de s'entendre, et j'ai bâti ma vie sur cette idée qu'il n'y avait personne avec qui il soit impossible de s'entendre. Bon, plus tard, j'ai rencontré des vrais staliniens et j'ai su ce que c'était que l'incommunicabilité. Ça arrive aussi. Alors après, donc on verra ces rapports avec les vrais staliniens, avec Pol Pot, etc. Mais dans cette période que vous venez de nous décrire, vous étiez porté encore par un esprit de la libération. Il y avait quelque chose qui fédérait peut-être la gauche, la droite. Quel était l'esprit qui animait tout le monde? On était dans quelle volonté? Pas que guerrière, mais cette fin de guerre, c'était quoi? Pour rappeler pour nos plus jeunes auditeurs, comment vous pouvez qualifier ça? C'est un mot difficile à employer là. Mais enfin, il y avait quand même cette idée, si vous voulez, que nous avions en France un gouvernement où il y avait encore une fois un tiers ou un quart de ministres communistes. Et il y avait une idée générale, les ministres socialistes du gouvernement, sauf Marius Moutet, les autres étaient aussi pour le système colonial, c'est fini. Il faut trouver quelque chose du genre, plus ou moins du Commonwealth britannique ou un truc
comme ça, avec une alliance entre États indépendants, mais liés par une charte d'action commune sur un certain nombre de problèmes. Si vous voulez, cette période-là est marquée par une révision des valeurs. La France en 40, le système s'est effondré à l'intérieur comme à l'extérieur, c'était plus compliqué, mais enfin, s'est effondré. Il faut repartir sur des bases vraiment nouvelles, et ces bases ne sauraient être coloniales. Et ça, Alors, quelles sont l'intégralité des bases, justement? Les bases, qu'elles soient relationnelles, de considération de l'autre, l'appréhension du monde, on veut le changer, on veut le renouveler. Qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qui est mort et à quel renouveau on assiste? Vous étiez porté, vous, à titre personnel, et cette époque était portée par quelle volonté vis-à-vis de l'humain, vis-à-vis de l'humanité? Si l'on peut dire internationaliste, c'est-à-dire que nous n'étions pas du tout pour abandonner la citoyenneté française. Nous croyons à la France comme une valeur. Vraiment, je n'ai jamais mis en doute, quelles que soient les péripéties des années 40 et du pétinisme, je n'ai jamais douté de la comment dire, à la fois singularité et utilité de notre pays à la vie internationale. Et d'ailleurs, notre journal Paris-Saigon, dont je vous parlais tout à l'heure, avait une en-tête qui était « La France importe au monde ». C'était pas Aragon, c'était pas... quel était l'auteur de cette phrase? Peut-être un moins grand écrivain. En tout cas, la France importe au monde. Non, nous n'étions pas du tout découragés de la France. Nous pensons simplement que son rôle avait changé, que, encore une fois, le système colonial tel qu'on nous l'avait enseigné, tel que je l'avais entendu raconter à la table de famille par l'oncle dont je vous ai parlé tout à l'heure, tout ça, c'était le passé, quoi. C'était le passé. Mais que la France, on ne se sentait pas du tout ni humilié, ni d'être français du tout. Moi, j'étais très fier de ma nationalité, comme l'étaient d'ailleurs les ministres communistes au gouvernement, que je ne connaissais pas personnellement, mais ce qu'on on entrevoyait de leurs déclarations. Il y avait des propos de Thorez qu'on aurait pu attribuer au colonel de Larocque, n'est-ce pas? Les communistes, à cette époque-là, étaient peut-être plus nationalistes que je ne l'étais moi-même. Mais enfin, un monde nouveau se recréait et nous nous sentions très, très ouverts avec la vraie reconnaissance pour les anglo-américains, indubitablement, et qu'est-ce que c'est que l'Union soviétique? Qu'est-ce qu'ils nous ont rendu un foutu service, un grand service à Stalingrad? Est-ce que nous sommes dans une menace ou qu'est-ce qu'on peut, de quoi peut-on s'arranger? En tout cas, le monde s'ouvrait sans interdit. Alors, Jean Lacouture, nous sommes toujours dans l'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure sur Radio Widoubiz. Et vous nous parliez de l'esprit français, de la France qui importe au monde. Finalement, c'est quoi cet esprit français de manière qui transcende les âges, qui transcende les époques? C'est quoi pour vous, la France? La France, c'est l'équilibre, c'est le sens de l'équilibre, l'hexagone régulier. C'est quelque chose d'assez significatif tout de même, les dimensions à la fois de la terre française, du peuple français, 60 millions d'habitants. C'est l'idée d'une certaine mesure. La France a prétendu plus ou moins dominer le monde sous Louis XIV, sous Napoléon, etc. Ce n'est pas dans sa vocation. La langue française a une vocation internationale, c'est vrai, mais le pouvoir français, non, parce qu'il veut trop franciser
les Anglais ont l'avantage de ne pas prétendre angliciser. Ils administrent, ils sont là, ils administrent, mais ils administrent des gens qu'ils ne prétendent pas transformer en eux-mêmes. Nous prétendons transformer en nous-mêmes des gens qui sont franchement différents par leur passé, par leur appétit, par leur situation géographique. Nous avons prétendu au-delà de nos moyens et de notre vocation. Alors, ça, c'est ça dont j'ai eu tout à fait conscience. Et qu'est-ce qu'on peut justement apporter, sans vouloir imposer, sans vouloir transformer, qu'est-ce qu'on peut apporter d'un point de vue de la philosophie, la politique, l'esprit, simplement? Oui, l'esprit de compréhension, d'échange. L'esprit d'échange, puis aussi plus ou moins tout de même l'esprit scientifique. On peut dire que du point de vue de la fondation d'instituts, mettons les instituts Pasteur pour simplifier, c'est quand même, ce n'est pas négligeable du tout, et encore moins méprisable, n'est-ce pas? C'est une chose que j'ai sentie, des bouffées de fierté, mais qui étaient souvent recouvertes par des bouffées de dégoût par la violence de mes concitoyens, par une supposée sens de la supériorité. Je l'ai vécu ça, j'ai vécu un peu à l'intérieur du système colonial en Indochine au moment où il était en train de se désarticuler, au Maroc et dans le reste du Maghreb au moment où il commençait à être sérieusement remis en question. Enfin, je pourrais définir une partie de ma vie comme critique de la colonisation. Mais le mot de critique n'est pas démolisseur. On peut être un critique d'art et ne pas vouloir détruire les tableaux. Exactement. Ouais. Alors, on continue avec vos rencontres, rencontres que vous évoquez peut-être un petit peu moins souvent. Mendes France. Quelle rencontre? C'est l'homme de ma vie qui a été, dont j'aurais voulu être le plus proche, si vous voulez. C'est si on peut dire quelque chose comme, c'est mon maître, si on peut dire, je l'ai assez bien connu, je ne lui ai guère rendu de service, sinon que j'ai aidé à lancement d'une petite revue à une époque où nous étions 2 ou 3, et puis ça n'a pas duré bien longtemps, mais c'est un homme dont j'étais proche et auquel j'étais profondément attaché. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous apporte, qu'est-ce qui nous apprend du monde et de notre relation à l'autre? Parce que c'est peut-être ça, mais un Mendes France. Là, vous me posez il n'y avait pas chez lui d'instinct de domination. Il y avait la volonté de faire comprendre, si vous voulez. Mendes France, c'était, vous savez, dans les pièces de Molière, il y a le raisonneur. C'était beaucoup le raisonneur des pièces de Molière, n'est-ce pas? Il vous expliquait. Mais non, ce n'est pas bien de faire ça. On pourrait plutôt faire ça. L'idée de la propagande de lui ne venait pas à l'esprit, mais le raisonnement, mais la force de conviction. Voilà, la force de conviction, c'est comme ça que je le définirais, et c'est mon idéal humain, en tout cas. L'humanisme qu'il portait? L'humanisme qu'il portait, mais la compréhension de l'autre. L'autre peut ne pas penser comme moi, ça prouve pas qu'il a tort, mais moi, avec ce que je crois, je vais peut-être essayer de lui communiquer, mais pas en lui donnant des coups, en lui adressant des mots. Votre vie est une succession de rencontres, on l'a déjà vu. Bob Kennedy, quand est-ce que vous le rencontrez? Qu'est-ce qui se passe? Bob Kennedy, je l'ai rencontré aux États-Unis, d'abord, après plusieurs fois en Europe, mais aux États-Unis, c'était à l'occasion d'une conférence à Harvard. Il se trouve que nous étions successeurs dans des conférenciers, moi avant lui d'ailleurs. Il se trouve qu'il était venu à Harvard faire une conférence et que je l'ai faite moi un ou deux jours. J'en ai fait 1 ou 2 jours auparavant. J'étais à ce moment-là Research Fellow à Harvard et voilà, je m'adressais souvent aux étudiants américains. Je leur parlais du Vietnam. Ils étaient enchantés de m'entendre dire que le gouvernement américain faisait plutôt fausse route. Ce que Robert Kennedy croyait et disait lui,
lui-même. C'était un homme d'un intérêt très très grand. Il avait des limites culturelles, c'est vrai, mais il avait une vivacité, une vitalité exceptionnelle. Vraiment, je pense qu'il était un homme plus intéressant, plus riche, plus ouvert que son frère, qui n'était déjà certes pas un médiocre, mais je pense qu'en perdant Bob Kennedy, le monde a perdu beaucoup, mais enfin, je n'ai pas, je suis pas un juge international pour prendre des positions aussi solennelles que je le fais maintenant. Dans la succession des rencontres soumises non pas à critique, mais qui a fait l'objet d'un engagement. Après, vous êtes revenu dessus, vous avez dit vous êtes trompé. Pol Pot, les Khmers rouges, qu'est-ce qui pousse déjà à aller là-bas? Quelles rencontres se font avec Pol Pot? Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se fait pas? Comment vous êtes éventuellement un petit peu manipulé aussi à un certain moment? Qu'est-ce que vous regrettez et qu'est-ce qui vous pousserait éventuellement à refaire la même chose? Vous me posez une question à laquelle j'ai répondu il y a 20 ans par un livre, mais j'étais en Indochine. Quand j'étais en Indochine et au Vietnam, du Vietnam, je suis passé au Cambodge. J'ai rencontré au Cambodge des jeunes gens fort intéressants qui revenaient de Paris ou qui allaient y partir, que j'ai revus après régulièrement quand ils étaient étudiants à Paris. Des étudiants qui étaient, comme beaucoup d'étudiants de cette époque, avant mai 68, à gauche, plus ou moins marxisants, plus ou moins. Mais enfin, moi, je ne suis pas marxiste, mais enfin, nos conversations n'en étaient pas altérées. Enfin, nous avions de bonnes relations. Je pensais qu'ils avaient tout à fait raison de se battre pour l'indépendance de leur pays. Je ne pensais pas que l'un d'eux, qui allait devenir Pol Pot et dont le véritable nom m'échappe maintenant, mais que je voyais, on prenait des verres à Saint-Germain-des-Prés ou sur le quai par ici, pouvait devenir un monstre assoiffé de sang. C'était inimaginable. Je vous dis, moi, j'ai rencontré beaucoup de gens assez violents dans ma vie, étant donné que j'ai été mêlé à un certain nombre de conflits. Ce monsieur, le pré-Pol Pot, si l'on peut dire, était un étudiant asiatique comme beaucoup d'autres dans Paris, encore une fois plus ou moins lançant des arguments plus ou moins marxistes ou favorables à l'Union soviétique qui n'étaient pas les miens et que je contredisais, j'allais dire combattais, non, contredisais. Mais enfin, rien dans les rapports que j'ai pu avoir avec ces 2 ou 3 personnages qui se sont révélés des monstres après au Cambodge et que je n'ai dénoncé qu'avec quelques semaines de retard, ce qui est tout à fait regrettable, mais j'ai consacré quand même à peu près le premier livre que je crois au génocide cambodgien qui s'intitule « Survivre le peuple cambodgien » et qui a été publié 2 ou 3 mois à peu près après les révélations d'un prêtre excellent dans le Figaro. Mais j'ai eu ces 2 ou 3 mois de décalage et de retard qui m'ont valu beaucoup de critiques justifiées. Un journaliste, dès le lendemain de l'affaire, s'il n'a pas rendu compte, doit lui-même rendre des comptes. Je les ai rendus à diverses reprises et c'est dans ma carrière, je qualifierais de plutôt honorable, c'est une tâche qui n'est pas due au moindre, vous pouvez l'imaginer, au moins à la moindre adhésion à cette férocité collective qui a animé les Khmers rouges, mais à un retard à réagir, à l'impossibilité de comprendre que des gens avec qui je prenais le café pouvaient tremper les mains dans le sang de leurs concitoyens. C'est très difficile. Je ne sais pas si les gens qui prenaient le café avec Robespierre en 1788 savaient qu'il allait déclencher faire passer la guillotine pas mal d'honnêtes gens.
je ne sais pas, et je ne compare pas Robespierre à Pol Pot. Robespierre a contribué à faire la Révolution française, c'est-à-dire la République. Bon, mais enfin, je m'égare là. Pour revenir à votre carrière, justement, comment est-ce que vous pourriez la définir? Vous étiez porté par quoi? Il y avait un objectif, on peut pas simplement qualifier ça d'engagement. Vous étiez engagé dans quoi? Ou vous vouliez montrer quoi? Ou qu'est-ce que vous avez fait dans cette Dans la carrière? connaissance du monde. Vous savez, je suis bordelais, c'est une ville d'où on est beaucoup parti pour les Amériques ou même et pour l'Extrême-Orient. Nous avons c'est un peuple de navigateurs. On a envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, Amérique, Asie, Afrique, Asie, et j'avais envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Ma première vocation a été celle de diplomate et j'ai fait les Sciences Po pour devenir diplomate. Et puis la guerre nous a, un certain matin, le directeur de Sciences Po me dit, mes garçons, prenez les taxis, les fridolins seront là dans quelques heures, alors dépêchez-vous de partir. Bon, ma carrière diplomatique a été interrompue de cette façon-là, dans un taxi pour Rambouillet, et après vers Bordeaux. Et après la diplomatie, il se trouve que j'ai été progressivement me cacher à la campagne pour éviter les frites, puis après dans un petit maquis, et puis après, quelque temps après, je suis parti pour l'Indochine assez vite après, et là j'ai découvert la cause des peuples domestiqués ou colonisés, et j'ai pensé qu'il fallait modifier ça, non pas casser, modifier, tout est modifiable. Les gens qui étaient là, plusieurs des gens que j'ai connus en Indochine, étaient des administrateurs coloniaux qui pensaient il fallait repeindre la baraque et la boutique, enfin, que c'était dépassé, ça, que ni les Américains, ni les Russes, ni les Anglais même ne nous permettraient de maintenir un système comme celui-là, qu'il fallait inventer autre chose, quoi. Alors, qu'est-ce que vous avez inventé? Qu'est-ce que vous avez apporté au monde? Qu'est-ce que vous avez inventé? Comment vous avez inventé votre vie, mais comment vous avez inventé le monde? Si vous dites vous dites Vous. Monsieur Jean Lacouture, moi rien, moi je n'ai rien inventé. J'ai été dans un groupe de gens qui ont pensé que le système, les rapports internationaux ne pouvaient plus se fonder sur la domination, mais sur l'échange. Sur l'échange, c'est assez conforme à ma nature pacifique et un peu timorée, et je trouvais que l'échange était mieux que la domination à coups de bâton. Voilà, ça m'a paru être... C'est ça qui a conduit ma vie pendant de très longues années, soit à propos de l'Asie, soit à propos de l'Afrique, notamment du Maghreb, et j'ai consacré une grande partie de ma vie. S'il reste quelque chose de moi, c'est un type qui a essayé de contribuer à l'évolution de la colonisation, à la post-colonisation et à l'indépendance des peuples. Mon ami Berck, le grand sociologue et historien, qui a beaucoup contribué à la décolonisation, disait oui, mais ce que nous devons faire plutôt, c'est la transcolonisation. Moyennant quoi, il a quand même contribué assez bien à aider les Marocains et les Algériens à se débarrasser de nous, sans les inciter les pousser au crime, mais enfin, en tout cas, en leur donnant des conseils. Et c'est ce que j'ai fait, et ce qui est de faire à un rang plus modeste, c'est de transformer la colonisation en échange plus ou moins égalitaire, évidemment. Un type sort d'un village guinéen n'a pas autant de chance dans la vie qu'un petit Bordelais qui a fait le droit et Sciences Po. Qu'est-ce que vous retenez de la vie de De Gaulle, de Mitterrand? Qu'ont-ils fait? Vous qui vous êtes engagé pour, contre, qui avez bien connu l'un et l'autre. Pardonnez-moi, De Gaulle, je l'ai très souvent vu,
mais il n'a jamais accepté de me recevoir, sous prétexte que je travaillais pour Le Monde, qui était le journal de la défaite. Bon, donc, je n'ai pas eu accès directement. Je l'ai suivi beaucoup en Afrique, au Mexique, mais enfin, je n'ai pas été jamais de ces interlocuteurs, à la différence de Manès France ou de Mitterrand que j'ai bien connu. Oui. Alors, donc je reformule ma question. Qu'est-ce qu'on peut retenir ou qu'est-ce que vous retenez de leur vie, de leur action, aussi bien à De Gaulle qu'à Mitterrand? Qu'est-ce qu'ils ont apporté finalement? De Gaulle, c'est énorme, c'est-à-dire qu'il a réinventé la France, De Gaulle. On peut pas nier ça. D'abord, il a évité le déshonneur en 40, et après, il a son gouvernement de 46 n'est pas très brillant, mais après, il a reconstruit la France sous forme de Ve République, qui est, comme il l'a dit lui-même d'ailleurs, une monarchie républicaine, mais enfin qui n'a rien de déshonorant, où des républicains comme, je ne sais pas si vous, mais en tout cas moi, se trouvent relativement à l'aise. Non, de Gaulle est réellement, vraiment, c'est un grand homme, De Gaulle. C'est un des 5 ou 6 personnages de l'histoire de France. Je cite là, d'ailleurs, une phrase de Mitterrand, qui un jour, je lui demandais les grands hommes, etc. Vous, écoutez, ne comparez pas De Gaulle et moi, non. Non, De Gaulle, c'est un des 5 ou 6 grands personnages de l'histoire de France. Là, je suis sûr de citer Mitterrand. Hein. Et quels sont les autres? Quels sont les autres, pour vous? Oh là, alors, c'est terriblement difficile. On ne coupe pas à Napoléon on ne coupe pas, mais avant. Non, écoutez, surtout vous me faites parler devant un professeur d'histoire là. C'était Il n'est pas là, il n'est pas là. Alors, Henri IV, en tout cas, certainement. Bien entendu, Henri IV. Richelieu, oui, bien entendu. Ça, c'est une période relativement riche. Choiseul, Choiseul peut-être, et puis après, au XIXe siècle, les noms devraient me revenir là, mais aucun de ceux qui me viennent à la tête ne me convient, ni Guizot, ni Thiers ne me conviennent. Alors, le groupe des fondateurs de la République, quand même, c'est assez intéressant. Non, Clémenceau, c'est un grand homme, oui aussi, oui. Alors, je vous ai livré déjà dans quelques-uns, Clémenceau, De Gaulle, voilà, ça fait 5 bons hommes, c'est pas mal quand même pour 2000 ans. Bon, pour 1000 ans. Alors, un supplémentaire que vous avez bien connu, donc Mitterrand. Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce qu'il a apporté aussi? Mitterrand, c'est l'art de la politique. Mitterrand, c'est l'art de la politique avec ce que les petits bourgeois péteux joignent à ce mot politique, alors qu'eux se débrouillent dans leur ménage, dans leur université, dans leur village, avec toutes les ruses. C'est-à-dire que, oui, Mitterrand, c'est Machiavel en France, avec ce que ça suppose de tours de bâton, de ruse, de mensonges. Pour moi, c'est un grand homme d'État, c'est un modèle d'homme d'État. C'est pas un homme que j'aime, mais c'est un homme que j'ai beaucoup admiré, que je continue à admirer. Oui, c'est un grand politique, Je vous propose de passer à une autre partie de l'émission, celle de notre questionnaire pour changer le monde. Alors, quelle est votre vision du monde? Ma vision du monde. Si je dis qu'elle est pacifique, je vais faire rigoler l'auditoire. Et pourquoi pas? Parce que les hommes en veulent toujours à leurs voisins,
ou plus beau qu'eux, ou qui a une plus belle cravate, ou qui a une plus belle femme. Bon, nous sommes pas des êtres pacifiques par définition. Ben, qu'à voir quand même, le pauvre Abel, il a commencé, ça a pas bien commencé pour lui. Et nous sommes tous un peu Caïn, un peu Abel, quoi. Enfin, moi, je me sens pas très Caïn, vraiment. Mais enfin, il y a du Caïn en moi, bien entendu. Et pour ce qui est d'Abel, j'ai trop de tendresse pour lui pour me confondre avec lui. Non, non, c'est sûr. Mais enfin, moi, je suis vraiment, je suis un homme de paix. Peut-être parce que je suis Frossard. C'est possible. C'est bien possible. Mais, bon, j'ai porté l'uniforme, j'ai tiré sur des gens. De loin, je crois que je n'ai dû atteindre personne. Non, je ne crois pas. J'ai fait un petit peu la guerre, un peu dans un char, un peu derrière un buisson, ou je ne sais pas quoi. Mais je ne crois pas avoir tué personne. Je n'aime pas la guerre et je voulais être diplomate et les diplomates sont faits pour pas toujours pour éviter la guerre, quelquefois pour la faire dans des conditions plus favorables, avec des alliés plus forts. C'est vrai aussi. Mais enfin, ma vision à moi était plutôt une vision pacifique, en tout cas. Petite question et réponse assez courte. Qu'est-ce qui vous fait rêver ? Qu'est-ce qui me fait rêver ? Le monde m'a fait beaucoup rêver, le monde dans la boule. Le journal un peu d'abord avant que je n'y entre, mais même quand j'y étais, non, il y avait des parts de rêve encore dans le journal Le Monde. Mais non, moi je suis un individu profondément pacifique. Je ne suis pas sûr d'être très apte à réconcilier l'un ou l'une avec l'autre. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois dans ma vie, mais ça m'est peut-être arrivé aussi d'en dresser les uns contre les autres par tel article, que je n'avais pas prévu. Mais enfin, il me semble que l'ensemble des hommes que j'ai étudiés, que j'ai racontés, étaient plutôt des hommes qui avaient recherché la paix plutôt que la guerre. Bon, le livre que j'ai fait qui est le plus connu, c'est la biographie du général de Gaulle. Bon, c'est un militaire, c'est vrai, c'est un militaire, mais c'est un militaire qui s'est quand même assez bien battu pour la paix. Quand il a eu le pouvoir et les moyens, je pense que de Gaulle est un homme qui a d'abord en Algérie, vous savez, c'était quand même pas une petite affaire, et il en est venu à bout. Oui, en fin de compte, je pense que si j'admirais beaucoup de Gaulle, c'était comme homme de la paix, surtout. Oui. Alors, plus que la paix, qu'est-ce que, pour vous, plus d'humanité ? Oui, quelles que soient les paix que nous vivons et qui sont pleines de méchants coups, mais enfin, c'est quand même, oui, je pense que la guerre peut révéler beaucoup d'humanité chez beaucoup de gens. J'ai lu Barbus, j'ai lu, la paix est quand même plus forte aux actes d'humanité, de compréhension que la guerre, oui, il me semble. Qu'est-ce que l'homme ? C'est le 6 milliardième du genre humain. C'est un animal doué de raison, et je dirais même d'une âme, j'irai jusque-là, qui a le sens du bien et du mal, qui fait tour à tour le bien et le mal, généralement en ayant conscience. Certains ont peu conscience du mal qu'ils font, c'est vrai, moins que d'autres. Oui, des êtres de chair et de sang, dotés d'une conscience et quelquefois, et souvent d'une foi. Qu'est-ce que la foi, justement ? Et à quoi croyez-vous ? La foi, celle dont je parlais, c'est la foi en Dieu. Je ne veux pas me compliquer beaucoup. C'est vrai qu'il y a des fois laïques, mais enfin la foi dont je parle, le garçon qui a été élevé
comme moi par ses parents et par les jésuites, pense que la foi est celle qui s'adresse à Dieu. Et oui, tout bien considéré, au grand âge où je suis, je crois en Dieu, oui, je crois en Dieu, oui. Et je pense que j'aurai des comptes à rendre. Et vous disiez tout à l'heure que vous étiez donc chrétien. C'est quoi être chrétien? Quelles sont ces valeurs ultimes pour vous? Être chrétien, dans le sens où je l'entends, moi, Oui. où je me sens chrétien, c'est placer la charité au-dessus de tout, et non seulement au-dessus de tout, mais de faire de la charité la raison d'être, la raison d'un être humain. La charité, la compréhension, le soin des autres, l'appui donné aux autres. Je ne dis pas que je m'y suis conformé, mais il me semble que tout se réduit à ça, se réduit à la charité, c'est-à-dire à l'amour, la compréhension des autres et l'appui qu'on leur donne pour être moins malheureux. Qu'est-ce que l'univers? L'univers, c'est l'ensemble des choses et des êtres, des choses et des êtres humains, oui, que je crois pouvoir reconnaître, créer. Je suis, au fond du compte, en dernière analyse, je suis créationniste, oui, je pense, oui, à Dieu qui est au commencement de tout cela dit, dire Dieu Tout-Puissant et considérer que le monde vit ce qu'il vit me fait poser des questions sur le double adjectif tout-puissant. S'il est tout-puissant, que diable que laisse-t-il le monde plein d'horreur et de bassesse et de tricherie comme il est. Mais enfin, grosso modo, je crois en un Dieu qui ne doit pas être tout-puissant, puisque tant d'horribles choses arrivent et qu'il ne les interdit pas. Quelle est votre richesse? Ma richesse, c'est une assez bonne culture qui m'a été donnée par mes parents, par mes maîtres, par mes amis, par les livres, par la vie. C'est ça ma richesse. Qu'est-ce que vous aimez donner? Un peu de cette richesse. C'est qui l'autre? L'autre, c'est celui que je devrais aimer mieux que je ne le fais. Pourquoi le monde est beau? Oh, le monde est beau. Je ne suis pas sûr qu'il soit beau, le monde, non? Non, il est, c'est déjà beaucoup. Comment beau. le rend-on beau, alors? En lui insufflant le sens de la charité, mais ce n'est pas à ma portée. Et l'art dans votre vie? Ça sert à quoi, l'art? Ça ne sert pas, c'est une nécessité. C'est une nécessité d'être en... Pour moi, c'est une nécessité d'être en rapport avec les peintres du 19e, avec les musiciens du 18e, avec les littérateurs du 19e ou du 20e ou du 16e. Non, la vie, c'est l'approche du beau et du bon, le mieux qu'on peut. Qu'est-ce que le beau et le bon, justement? Là, vous me poussez dans mes retranchements. Le beau, je le ressens comme tel, quelquefois à tort. Il y a ici, dans l'appartement où nous sommes, des toiles, des tableaux, des choses, des sculptures qui peuvent ne pas être belles, que j'ai cru ou que je crois encore belles, auxquelles je me suis attaché pour leur beauté. Mais ai-je tort, ai-je raison? Je me considère comme, étant donné la culture que j'ai reçue des miens et de mes maîtres, comme ayant plutôt bon goût. Mais je fais beaucoup d'erreurs de goût. Et d'ailleurs, il y a sous mes yeux là une peinture que j'ai crue et que j'ai achetée pour être de Maurice Denis, et la petite fille de Maurice Denis est venue il y a quelque temps ici, et après un long examen m'a dit « ce n'est pas un vrai Maurice Denis, c'est un faux ». Mais après ça, à vrai dire,
je m'en fiche un peu. Ma fille, quand elle héritera, si elle a envie de le vendre, évidemment, elle le vendra moins cher que s'il était un vrai. Mais enfin, pour moi, ça ne me gêne pas. C'est une toile que j'aime. Qu'est-ce que le sublime? Ce n'est pas moi, en tout cas. Le sublime, non. Le sublime, c'est un andante de Mozart, de la 32e symphonie de Mozart. Le sublime, c'est telle toile du Titien, mais ce n'est pas mon. Enfin, je suis prêt je peux le considérer comme sublime, mais en ce qu'il est sublime, il m'échappe en grande partie. Je ne suis pas propre au sublime. Je suis peut-être propre au beau, mais pas au sublime. Quelles sont vos 3 idées pour changer le monde et bâtir concrètement une humanité meilleure? Vous savez, je ne suis pas un homme d'idées générales, moi. Vous savez, je peux apprécier plus ou moins bien les êtres, les lieux, les situations, mais les idées générales. Non, je plaide, j'allais dire non coupable. Non, je plaide l'impuissance, là. Ici, vraiment. Je ne suis pas capable de manier des concepts aussi considérables. Pas des concepts justement ou des attitudes. Comment on pourrait se modifier, s'améliorer à titre personnel et ce qui changerait le monde? Franchement, à titre personnel, je me sens une personne qui a fait un peu de bruit en son temps, mais qui est tellement qui pèse si peu que je ne vois pas en quoi je pourrais peut-être me changer moi-même en étant plus généreux dans tous les sens du mot, mais je ne vois pas. J'ai un tout petit peu contribué à changer la face des choses politiques il y a 30 ou 40 ans, dans ce dont nous parlions tout à l'heure, et qui étaient les rapports coloniaux entre tel peuple et tels autres. Mais aujourd'hui, je sens que je suis vraiment hors de l'histoire. Je suis une vieille chose déposée dans un coin, pas tellement malheureux d'ailleurs, mais hors du jeu en tout cas. Pas forcément. À l'aune de votre recul, de votre expérience, quel combat ou quelle évolution vous repérez pour le monde? Est-ce que vous voyez des tendances? Est-ce que vous voyez des virages à prendre, d'autres modes de civilisation, d'autres valeurs à proposer ou qui pourraient arriver ou qu'il faudrait développer? Non, je ne vois pas d'idées vraiment neuves. Elles sont toutes sur la table, elles sont toutes là. L'Europe, la civilisation occidentale, la décolonisation, la décommunisation. Bon, les choses nécessaires, si on peut dire, tout le ménage du matin est fait, n'est-ce pas? Maintenant, dans le reste de la journée, moi, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop tout ce qui peut être des collectivités, des unions collectives, pour ce qui est de l'Europe, pour ce qui est de l'Amérique latine. Pour l'Amérique du Nord, c'est plus ou moins fait. Pour l'Asie aussi, oui, mais ce sont des idées tellement fuligineuses, tellement imprécises, je suis tellement hors de portée. J'ai joué mon petit rôle en son temps, plutôt en rabotant quelques aigus, quelques acuités qui pouvaient blesser. J'ai évité peut-être des morceaux de blessure en abrégeant, contribuant à abréger tel ou tel conflit. Mais maintenant, je ne suis plus qu'un survivant. Nous le sommes tous. Non, vous êtes, avec votre micro à la main, vous pouvez déclencher encore un certain nombre de petites catastrophes. Des catastrophes, des bonheurs, Oui, des bonheurs aussi, bien entendu. Mais les catastrophes, c'est plus facile. Mais les bonheurs, on peut y arriver aussi, oui. Pour terminer,
Qu'est-ce qu'on peut retenir de Montaigne? Pourquoi vous avez eu cet amour passionné pour Montaigne, la Boétie? Comment ça vous a guidé? Qu'est-ce que vous retenez de ça? Montaigne et la Boétie, vous savez, je distingue très fortement. Montaigne, d'une certaine façon, c'est l'anti-héros, et la Boétie, c'est voulu un héros, n'est-ce pas? Et d'une certaine façon, l'a été dans sa courte vie. Non, mais je suis beaucoup plus du côté de Montaigne et de l'anti-héros. Je suis, à vrai dire, bordelais comme lui, et, génie mis à part. Je suis à ma façon un tout petit Montaigne. Oui, j'ai une conception de la vie, de la vie du cabotage au plus près, en m'accordant à mes concitoyens, à mes compatriotes, à mes congénères, la vie, l'idéal non idéal de Montaigne est assez bien le mien. Je me reconnais comme un tout petit Montaigne 4 siècles plus tard. Mais encore une fois, ça, quand on n'a pas de génie, les comparaisons ne tiennent pas, n'est-ce pas? Mais je crois que j'appartiens à cette partie de l'espèce humaine qui a des rapports courtois et un peu ironiques avec la vie. Je crois que c'est un peu ça, Montaigne, et tombons de très haut, et dans la dégringolade, en bas, il y a moi. Pour terminer, pour conclure, une devise, une formule que vous avez fait vôtre et qui pourrait servir à l'humanité, à nos auditeurs, de la simplicité, de la beauté. Dans une interview que j'avais donnée au journal La Croix, ils avaient titré avec une phrase autour de la vérité, en tout cas. Enfin, si nous sommes payés pour dire la vérité, au moins ne disons pas le contraire. Mais c'était quelque chose d'un peu plus ingénieux que ça. Mais pour le moment, je ne trouve pas mieux. La preuve que j'ai vieilli. Oui. Merci Jean Lacouture. L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure, c'est par chacun, pour chacun, et c'est maintenant.